Vous savez, parfois, le plus dur, c'est de savoir quand lâcher l'affaire. Mais il y a un piège psychologique, un piège vraiment puissant, qui nous pousse à continuer même quand tout nous crie d'arrêter. C'est le biais des coûts irrécupérables. C'est une force qui peut influencer des projets à plusieurs milliards, mais aussi les choix les plus simples de notre quotidien. Alors, plongeons ensemble dans ce mécanisme qui nous pousse à persévérer, parfois pour le pire. Pour bien comprendre, on va commencer avec un exemple que tout le monde connaît. Un projet qui volait plus vite que le son, mais dont la logique économique, elle, n'a jamais vraiment réussi à décoller. Et voilà, on est en plein dedans. Le Concorde, c'est devenu un cas d'école tellement parfait qu'il a carrément donné son nom au phénomène. On parle de l'erreur du Concorde. Même avec toutes les preuves que le projet était un gouffre financier, l'investissement de départ était si gigantesque qu'il paraissait juste impossible de faire marche arrière. Et on a continué comme ça à y injecter de l'argent pendant presque 30 ans. Incroyable. Alors, ce phénomène, il a un nom officiel. C'est ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. On parle aussi d'escalade d'engagement. En gros, c'est notre tendance à s'entêter sur une voie, pas parce qu'elle est prometteuse, non, mais juste parce qu'on a déjà beaucoup misé dessus. Que ce soit du temps, de l'argent ou des efforts, peu importe. En fait, on se retrouve à honorer le passé complètement au détriment de l'avenir. Bon, laissons de côté les projets supersoniques à l'instant, parce que ce piège, il ne concerne pas que les gouvernements ou les grosses boîtes. Non, en fait, il se manifeste absolument partout, tout le temps, dans nos vies. Ce qui est frappant avec ce concept, c'est à quel point il est banal. On se force à regarder un film qu'on déteste jusqu'au bout pour, soi-disant, rentabiliser le billet de cinéma. Ou alors on s'acharne à utiliser un logiciel qui rame, tout ça parce que l'abonnement annuel est déjà payé. C'est l'exemple parfait de comment on continue à jeter de l'argent par les fenêtres juste parce qu'on a déjà commencé. Mais alors, pourquoi on fait ça? Si c'est si irrationnel, qu'est-ce qui, au plus profond de notre cerveau, nous pousse à agir de cette manière? En fait, les chercheurs ont identifié 5 grands responsables. D'abord, la peur de la perte. La douleur de perdre quelque chose est psychologiquement bien plus forte que le plaisir d'un gain équivalent. Ensuite, il y a l'image qu'on renvoie. Arrêter un projet, c'est un peu comme admettre publiquement son erreur. Troisièmement, un optimisme un peu irréaliste. Cette petite voix qui murmure « mais si, ça va finir par marcher ». Quatrièmement, la responsabilité personnelle. C'est tellement plus facile de critiquer la décision d'un autre que de renoncer à la sienne. Et pour finir, la simple peur du gaspillage. Cette idée insupportable que tout ce qu'on a investi au début n'aura servi à rien. Pour bien voir à quel point ce mécanisme est irrationnel, il y a une étude qui est juste fascinante. Imaginez un peu le scénario. On a réservé 2 séjours au ski par erreur, pour le même week-end, et aucun n'est remboursable. L'un a coûté 100 $, l'autre 50. Et on précise bien que le séjour à 50 $ sera beaucoup plus sympa. Alors que choisit la majorité des gens? Eh bien, le séjour à 100 $. La décision est guidée par le montant déjà perdu et pas du tout par la promesse de passer un meilleur moment. C'est fou, non? Jusqu'à maintenant, on a parlé de ça comme d'une erreur de jugement, d'un biais cognitif. Mais et si ce n'était pas toujours une simple erreur? Et si ce piège, parfois, était tendu volontairement? C'est là que la question se pose, est-ce qu'on est toujours juste victime de notre propre psychologie ou est-ce qu'on est parfois la cible d'une stratégie très bien calculée? Là, il faut vraiment distinguer 2 choses. D'un côté, le biais cognitif, c'est une erreur involontaire, une sorte de bug dans notre façon de penser. De l'autre, le biais politique, qui n'a rien à voir, c'est une déformation intentionnelle des faits pour arriver à ses fins. Pour le dire plus simplement, le premier, c'est une erreur de notre cerveau, le second, c'est une tromperie orchestrée. Le chercheur Bent Flyvere a même donné un nom assez glaçant à cette stratégie, le facteur Machiavel. La tactique est simple et redoutable. Pour faire approuver un projet, on présente des chiffres complètement irréalistes. On minimise les coûts, on maximise les bénéfices. L'objectif, ce n'est pas d'être précis. L'objectif, c'est d'obtenir le feu vert. Et attention, cette manipulation, ce n'est pas juste une théorie. Le grand réalisateur Elia Kazan l'a décrite noir sur blanc. Il avouait ouvertement qu'il cherchait à engager le studio financièrement le plus vite possible. Et pourquoi? Parce qu'il savait très bien qu'une fois un certain montant dépensé, le studio serait coincé, pris au piège, forcé de continuer pour ne pas tout perdre. C'est l'exploitation pure et simple du biais des coûts irrécupérables. Le résultat de tout ça, c'est un système complètement pervers, qu'on pourrait appeler la survie du moins apte. Ce ne sont pas les projets les plus solides ou les plus pertinents qui sont lancés, mais ceux qui sont présentés de la manière la plus trompeuse. Et, par définition, ces projets sont souvent les plus fragiles, et ils deviennent les pires échecs une fois dans le monde réel. Bon, le constat peut paraître un peu sombre, je l'admets. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce piège n'est pas une fatalité. Il y a des stratégies concrètes pour s'en sortir. Voici 3 étapes clés. La première, la vigilance. Le simple fait de savoir que ce biais existe, c'est déjà la meilleure des défenses.
Deuxième étape, s'appuyer sur des données, les faits, la logique. C'est le meilleur antidote à l'émotion. Et enfin, troisième étape, planifier des points de réévaluation. Il faut en quelque sorte institutionnaliser le droit de changer d'avis en cours de route. On insiste beaucoup sur les données, mais pourquoi sont-elles si fondamentales pour contrer ce biais en particulier? Tout simplement parce que les données, elles, ne mentent pas. Elles nous montrent la réalité de manière assez brute. Regardez cette analyse de plus de 2000 grands projets. Elle révèle que les dépassements de coûts, eh bien ce n'est pas l'exception, c'est la norme. Les barrages coûtent en moyenne presque le double de leur budget initial. Pour le rail, on est à 40% de plus. Et ça continue, ce ne sont pas des cas isolés. Ces données nous prouvent que les estimations de départ sont quasi systématiquement trop optimistes, que ce soit intentionnel ou non. Alors, concrètement, comment on met ça en pratique? On peut imaginer une sorte de boîte à outils décisionnelle. D'abord, des outils de gestion. On fixe des objectifs clairs et chiffrés dès le départ, on suit des indicateurs de performance. Ensuite, des outils d'analyse, comme une matrice pour comparer les options futures, mais sans jamais tenir compte du passé. Et enfin, une petite astuce psychologique super efficace, se poser la question à la troisième personne. Quel conseil je donnerais à un ami dans cette situation? Cette petite distance émotionnelle, ça aide énormément à prendre une décision plus rationnelle. Au final, après avoir exploré les mécanismes, les manipulations et les solutions, à quoi est-ce que tout ça nous ramène? Quelle est la conclusion? Eh bien, cette citation de Bent Fleifberg résume tout à la perfection. Selon lui, le plus grand risque dans un projet, quel qu'il soit, n'est pas extérieur. Ce n'est pas la complexité technique, ce ne sont pas les imprévus. Non, le risque fondamental, c'est nous. C'est notre propre façon de penser, notre tendance très humaine à sous-estimer la réalité, que ce soit par optimisme naïf ou par calcul. Alors, pour finir, il y a une question qui s'impose, je crois. Si on regarde nos projets au travail, nos relations ou même nos petites habitudes, quel est ce concorde personnel que l'on continue de financer? Ce projet auquel on s'accroche en espérant qu'il finisse par décoller, tout en sachant au fond de nous qu'il ne quittera probablement jamais